Ce matin, on a parlé de la France. Cet après-midi, on s'intéresse à l'Europe en 3 temps. Un premier temps qui va être un propos introductif de Nicolas Mazzucchi, qui, en un quart d'heure, aura le défi de nous parler des grands défis de l'Europe à l'horizon 2050 ou avant d'ailleurs, puisque cette question de l'autonomie stratégique est une question qui ne se pose pas uniquement à des horizons aussi lointains. Donc on aura un propos introductif de 15 minutes. Et puis ensuite, on partira donc dans 4 sessions, qui sont 4 sessions parallèles, qui s'afficheront après que Nicolas aura parlé. Et puis on terminera par une table ronde qui permettra donc de parler des relations de l'Europe avec le reste du monde. Table ronde donc, qui se tiendra entre 16h et 17h, avant donc la conclusion de notre forum entre 17h et 17h30. Et après, vous serez libre. Voilà. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous. Tu as déjà animé hier un atelier géopolitique avec nous. Donc on t'a confié la lourde tâche d'avoir un propos introductif qui permette donc de présenter quels sont les grands défis pour réaliser l'autonomie stratégique en Europe. Voilà. Et donc, je te présente rapidement pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc, tu es sous-directeur, je regarde mes notes parce que c'est un intitulé un peu long, sous-directeur stratégie navale, wargaming et prospective au CESM. Le CESM étant le centre d'études stratégiques de la marine. Voilà, donc merci d'avoir accepté ce défi. Tu as un quart d'heure. Il n'y aura pas de questions-réponses, il n'y aura pas de réactions, mais après, vous aurez des sessions thématiques dans lesquelles vous aurez la parole. Voilà. Merci Nicolas, et la balle est à toi. Merci beaucoup François, bonjour à toutes et à tous et merci de me confier cette tâche doublement difficile, à savoir d'être le premier à parler immédiatement après le déjeuner et d'essayer de répondre à cette question de l'autonomie stratégique européenne qui en termes de géopolitique revient à peu près à se poser la question de savoir si la poule ou l'œuf est arrivé le premier. Donc déjà, merci de ne pas m'avoir posé la question de la souveraineté européenne. Je vais peut-être commencer par là, et je m'excuserai parce que, vu la longueur du propos, je ne pourrais pas forcément entrer dans tous les détails que je voudrais. La souveraineté, si on reprend la définition de Carl Schmitt, celui qui est souverain, c'est celui qui décide de l'état d'exception. Je cite littéralement Carl Schmitt. C'est en gros, le souverain, c'est celui qui impose sa volonté aux autres. C'est-à-dire, c'est l'étape ultime de la capacité d'un acteur, qui soit étatique ou non étatique, c'est l'imposition de la volonté. Là, on va s'intéresser à l'autonomie. Donc l'autonomie au sens premier du terme, au sens littéral du terme, c'est la capacité à ne pas se faire imposer sa volonté par un autre acteur. Et donc, on s'intéresse là aussi donc à cette première capacité. Donc comment est-ce que l'Europe, les acteurs européens ne peuvent ne pas se faire imposer de volonté extérieure? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose que tu m'as donné comme sujet, c'est en Europe. Et donc l'Europe n'est pas l'Union européenne. L'Europe, c'est un objet géographique indéterminé ou mal défini, on va dire, dont les frontières sont relativement complexes, qui inclut un ensemble supranational s'appelant l'Union européenne, mais qui n'est pas limitatif à cet ensemble. Donc si on regarde un petit peu, quelles sont les composantes d'une autonomie stratégique? Finalement, elles sont au nombre de 3, de manière relativement basique, quel que soit le niveau de l'acteur, qu'on s'intéresse à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'ensemble supranational, ou qu'on s'intéresse au niveau étatique. C'est la capacité à édicter et à mettre en œuvre son propre droit, la capacité à avoir une autonomie financière et monétaire, et la capacité à assurer de manière autonome, c'est-à-dire sans intervention extérieure nécessaire, sa défense. Finalement, on peut limiter ce propos-là à ces 3 éléments, dans lesquels, bien évidemment, vont concourir d'autres aspects sur lesquels je vais essayer de revenir un petit peu. Et finalement, regardons un peu ces 3 aspects l'un à la suite de l'autre pour voir est-ce que les acteurs européens, une fois de plus, pays européens et Union européenne, sont en mesure d'avoir une action maintenant et vers 2050, qui soit intéressante sur ces plans-là. On va commencer par celui qui est le plus proche de nous en termes d'actualité et finalement le plus irritant, qui est la question de la défense. La question de la défense en Europe est un élément relativement compliqué, pour la bonne et simple raison que nous sortons, depuis 2022, d'une période dite de dividende de la paix, c'est-à-dire d'au moins 30 ans d'endormissement stratégique, de limitation des budgets de défense, de sous-investissement chronique dans les appareils de défense européens, qui nous amène à une situation qui fait que les Européens,
de manière globale, sont sous-armés, sous-dimensionnés par rapport à l'ampleur des crises et des défis qui s'offrent à eux de manière multidimensionnelle, à la fois géographiquement parlant, puisque les crises se déroulent, quand on le voit aujourd'hui, avec des intensités différentes sur l'ensemble des périphéries européennes, la périphérie nord et la périphérie orientale avec le défi qui est posé par la Russie aujourd'hui, la périphérie sud par la fragilité d'un certain nombre d'acteurs ultraméditerranéens, que ce soit sur le flanc sud ou sur le flanc est, la question du changement climatique qui pose un défi sécuritaire, alors qui est non militaire ou non essentiellement militaire, mais qui est un défi sécuritaire majeur, la question aussi, alors qui ne touche pas qu'au domaine de la défense, qui est un domaine géopolitique plus large, mais qui est celle de la relation transatlantique. Et cette question-là, cette question du sous-investissement chronique des États à l'intérieur de leur objet de défense, elle se combine aussi à un autre phénomène, et cette fois je vais plutôt me placer au niveau de l'Union européenne, c'est la faible prise en compte, si ce n'est la non prise en compte du domaine de la défense par l'Union européenne de manière structurelle. La question de la défense au sein de l'Union européenne arrive extrêmement tard dans la construction européenne. Elle arrive à partir de 1986 et l'acte unique européen, qui donne naissance en 92 lors du traité de Maastricht à ce fameux article 42 du traité sur l'Union européenne qui institue la personnalité politique de l'UE. Et cette personnalité politique de l'UE comprend les questions de défense. Sauf que, heureusement, malheureusement, vous pouvez utiliser le qualificatif que vous voulez, il est précisé immédiatement dans cet article 42 à son alinéa 7 que pour les États qui en sont membres, l'OTAN demeure leur principale architecture de défense. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même du traité européen, on institue l'OTAN comme étant l'organe de défense, une fois de plus pour les États qui en sont membres. Alors aujourd'hui, il y a très peu d'États européens, enfin de l'Union européenne, qui ne sont plus membres de l'OTAN. Mais en fait, on institue le fait que c'est un acteur qui est certes européen, puisque l'OTAN a bien évidemment des composantes très fortes européennes, mais c'est un acteur qui est transatlantique par nature, qui assure la défense européenne. Donc la question, justement, de comment insérer aujourd'hui et demain, avec une relation transatlantique vacillante, et vacillante probablement de manière relativement durable, la question d'une défense européenne autonome, et une fois de plus, pas indépendante de l'OTAN, pas forcément en dehors de l'OTAN, pas qui rejette l'OTAN, mais qui est une forme d'autonomie, est aujourd'hui un véritable débat et une question extrêmement forte, étant donné notamment la nature, à l'exception de la France, nucléaire de l'OTAN. Puisque l'OTAN, pour l'ensemble de ses membres, sauf la France, est une alliance nucléaire. Pour la France, elle ne l'est pas. Pour les autres, elle l'est. Nucléaire qui représente, et c'est un peu ce qu'on a essayé de dire aussi dans le rapport Vigie, finalement, qui devrait continuer à représenter, à l'horizon 2050, l'ultime garantie de sécurité, ou tout au moins être perçue comme étant l'ultime garantie de sécurité. Donc comment générer à ce moment-là une autonomie européenne alors même que l'architecture de défense pour le continent européen a été construite et pensée, pas exclusivement avec les Européens et avec un acteur ultra-dominant que sont les États-Unis, dont la posture actuelle est un recentrage sur leur propre continent, ce qu'aujourd'hui, dans les textes américains, la National Defense Strategy, la National Security Strategy, on appelle le Western Hemisphere. Donc ça, c'est finalement le premier grand défi, c'est ce grand défi de la défense. Le deuxième grand défi qui va avec, c'est un défi, j'allais dire, monétaire et financier. L'Europe, c'est aujourd'hui, probablement, quand on regarde économiquement, le continent le plus endetté. Avec une autonomie finalement financière, qui certes est relativement intéressante dans le sens où vous retrouvez quand même un certain nombre des 20 premières puissances économiques mondiales sur le continent européen. Donc il ne faut pas non plus, à ce niveau-là, trop se flageller, mais avec des taux d'endettement qui sont extrêmement forts, une politique monétaire qui est extrêmement complexe, puisque la monnaie fait aussi partie de ce critère de l'autonomie, pour la bonne et simple raison que l'euro, qui est la monnaie européenne, n'est déjà pas la monnaie de l'ensemble des États de l'Union européenne. Elle n'est que, entre guillemets, de 21 États sur 27. Donc ça veut dire que vous avez une convergence monétaire qui est limitée, vous avez une convergence économique et fiscale qui est à peu près nulle. La seule convergence que vous avez aujourd'hui, c'est une convergence de la dette, qui est relativement forte, et une convergence, on va dire, d'une croissance qui est globalement assez atone en Europe, mais pour des raisons structurelles, du fait que les économies européennes sont par nature les économies quasiment les plus matures de la planète, donc avec des relais de croissance qui sont beaucoup plus faibles que ceux des États extra-européens.
Ce qui amène aussi à une question relativement complexe, qui est aussi la question donc de cette capacité d'investissement et donc de développement vers de nouvelles technologies qui doivent servir là aussi de relais de croissance. Comment est-on en capacité au niveau européen, sans avoir une force d'unification plus importante, d'aller investir de manière commune, d'aller développer de manière commune des choses nouvelles, des technologies nouvelles. L'autonomie, elle se construit seule, elle se construit aussi en commun, alors même que, par nature, vous avez des acteurs, les États européens, qui sont la plupart du temps leurs premiers concurrents entre eux. C'est là aussi une difficulté qui est une difficulté structurelle. Et donc cette capacité à harmoniser un certain nombre de choses qui, une fois de plus, n'est pas forcément prise en compte au sein de l'Union européenne. Quand vous regardez quelles sont les compétences de l'Union européenne, elles sont extrêmement limitées dans ces domaines-là. Il faut quand même rappeler que, de manière structurelle, l'Union européenne, c'est un marché libre. Ça n'est pas autre chose. C'est devenu autre chose parce que des couches supplémentaires ont été rajoutées au cours de son histoire, mais elle n'a pas été pensée par nature dès le départ pour être une capacité d'unification, d'investissement en commun, de développement technologique en commun, même s'il y a des politiques qui se sont greffées là-dessus. Ou plutôt, vous me permettrez une petite incise, en fait, si, au départ, elle a été prévue pour ça, sur un domaine. Le nucléaire. Tout le monde a oublié, c'est normal, je vous rassure, même au sein de l'Union européenne, tout le monde l'a oublié, qu'en 1957, quand on va signer le traité de Rome, on signe dans le même temps un deuxième traité, au même moment, qui est le traité Euratom, qui institue la communauté européenne de l'énergie atomique, traité Euratom, qui aujourd'hui est toujours géré par l'Union européenne depuis Luxembourg. Et qui aujourd'hui est quasiment moribond, il faut le reconnaître, mais dont on peut, et c'est ça qui est intéressant, dans la prospective, il faut aussi être capable de faire de la rétrospective, considérer qu'il avait été, quand vous reprenez ce traité Euratom, le texte du traité est disponible sur le site de la Commission européenne, véritablement l'idée d'une autonomie stratégique européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire, avec la formation d'entreprises européennes, avec la création de consortiums, et c'était vraiment ce qui était en germe à cette époque-là, mais qui aujourd'hui, eu égard à l'évolution stratégique du contexte international, finalement, n'est plus le cas. J'arrive sur mon dernier pilier de l'autonomie, ou de la souveraineté, ça dépend là aussi où vous voulez mettre le curseur, qui est la question du droit, la capacité à ériger son propre droit. C'est là où l'Europe est la plus forte. Et c'est véritablement son pilier d'action. Une fois de plus, je vous l'ai dit, l'Union européenne, c'est un marché libre, c'est aussi une machine à faire de la norme. L'Europe, si tant est qu'on puisse parler de l'Europe comme étant une puissance, vous me permettrez de mettre un bémol là-dessus, mais je me permets ce raccourci intellectuel, l'Europe est avant tout une puissance normative. C'est-à-dire ce que savent faire les Européens, c'est créer du droit, c'est créer de la règle, c'est créer de la norme. C'est véritablement là où ils sont les meilleurs, et c'est d'ailleurs un certain nombre de leurs relais d'intérêt internationaux. Quand on regarde, par exemple, dans le domaine du numérique et dans la question de la gestion des données, ce qui intéresse beaucoup des acteurs extra-européens par rapport à ce qui se fait en Europe, c'est le RGPD. Vous avez notamment, le RGPD a beaucoup été regardé en Asie, a beaucoup été regardé en Amérique latine, comme étant l'un des premiers textes, si ce n'est pour l'instant le seul grand texte, de régulation du transfert de données pour protection de la vie privée des consommateurs. Et ça, c'est un modèle européen. C'est finalement un modèle, on pourrait dire, de soft power par le droit, si on voulait aller par là. Et modulo la complexité d'action, puisque là aussi, le diable est toujours dans le détail, la complexité de l'interrelation entre les États membres et l'Union européenne sur la question du droit, les compétences exclusives, les compétences partagées, les compétences n'appartenant qu'aux États, les exceptions, le principe de subsidiarité, enfin bref, vous me comprenez ? Toute la complexité et tout le feuilletage extrêmement difficile et en plus la plasticité de ce droit européen qui amène à un certain nombre de choses. Je vous prends un exemple sur le domaine de l'énergie. L'énergie, ça fait partie des 8 compétences partagées de l'Union européenne entre l'UE et les États membres. Techniquement, l'Union européenne, donc la Commission, puisque c'est la Commission qui représente la volonté de l'Union européenne, la Commission a comme pouvoir, dans cette compétence partagée, de promouvoir les énergies renouvelables. C'est marqué dedans, c'est marqué article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais dans le même temps, le même article vous dit les États membres sont responsables de leur mix énergétique.
Et là, vous rentrez parfois dans des débats sémantiques et des débats juridiques qui sont un petit peu compliqués et qui ont tendance parfois à freiner cette capacité de la puissance normative et cette capacité finalement de l'unification juridique de ce territoire européen. C'est-à-dire que même si nous sommes fondés globalement sur un ordre juridique commun, sur des valeurs qui sont communes, alors l'ordre juridique commun, il date d'un personnage qui s'appelle Napoléon Bonaparte, quand vous regardez bien, sur des valeurs qui sont communes, qui sont la démocratie, qui sont les droits de l'homme, donc qui sont une véritable force justement pour cette autonomie stratégique européenne. Elles sont aussi aujourd'hui, et c'est aussi toute la difficulté et toute la complexité qui s'est développée au travers de cet aspect juridique et de ce dogme qui a été l'ordolibéralisme, qui a été le grand dogme, qui a été à l'origine et qui a été pendant très longtemps le moteur du développement de l'Union européenne, ce feuilletage de compétences partagées, de compétences exclusives, de volonté nationale, de opt-in, de opt-out, c'est-à-dire de capacité pour certains États à faire un certain nombre de choses de manière nationale. Et donc finalement, l'Europe est un petit peu prisonnière aujourd'hui, comme elle l'est finalement depuis la fin des années 50, de son entre-deux. Son entre-deux entre une volonté d'unification stratégique. L'idée n'est pas de parler de fédéralisme. Je pense que le fédéralisme est vraiment une idée du passé, même si on ne sait jamais. Mais une volonté d'unification stratégique et d'aller, on va dire, regarder en commun vers un certain nombre de choses. Et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler, avec tous les guillemets de circonstance, l'égoïsme des États. Et finalement, on n'est jamais réellement sorti de ce paradoxe. Tout ce qui se passe en Europe est le compromis entre ces deux éléments-là. Et à la fin, on se retrouve quand même dans une situation stratégique où les Européens se sont beaucoup regardés entre eux, jusqu'à présent, et se sont beaucoup perdus dans leur bataille picrocolline. Sauf que le monde a changé, le monde a évolué. Et aujourd'hui, en 2026, et je pense probablement, si on poursuit les tendances vers 2050, l'Europe, qui était un continent qui était historiquement le continent dominant, notamment dans le développement de la technologie, va se retrouver dans une situation qu'il n'a jamais connue, ou peut-être qu'il n'a plus connue à minima depuis le Moyen-Âge, qui est d'être un continent qui ne va plus exporter de la technologie, qui ne va plus être le leader, qui ne va plus être la pointe, mais qui va devenir un continent qui va être importateur de technologie, importateur de capacité, et qui va donc devoir ne plus être finalement la pointe, mais être le suiveur. Et c'est là tout le grand défi de l'Europe. Tout le grand défi de l'Europe, ça va être d'être capable de se positionner dans ce monde où, pendant très longtemps, elle a été la locomotive du train, et maintenant, elle ne fait plus partie que de l'ensemble des wagons. Et c'est là que cet après-midi, vous allez pouvoir justement explorer toutes les différentes dimensions de ce que veut dire une Europe plongée dans ce contexte-là. Je vous remercie.